Alors, tout change dans les esprits. La culture, les films arrivent, les lectures, tout ce qui était interdit, etc. C'est un chaudron, c'est bouillonnant, cette situation. Et puis ça va échouer, pourquoi ? Alors à ce moment-là, il faut savoir que dans le cours de mon récit, il y a eu des évolutions dans les colonies. Et petit à petit, ils ont négocié l'indépendance des colonies, laquelle va se faire entre fin 1974 et début 1975. Et quand les colonies sont rendues indépendantes, alors il y a d'abord, sous Spinola, il espérait négocier une autonomie en les maintenant sous son joug. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Et donc, c'est vraiment l'indépendance qui a été. Et à ce moment-là, les troupes sont revenues avec, comment vous dire, des pieds noirs, qui sont revenus. Et c'était pas l'aile gauche de la Révolution. Et ce retour-là, avec un certain nombre de troupes et d'officiers qui étaient en Angola et au Mozambique, eux ne supportaient pas le reste du MFA. Ils n'avaient pas osé s'y affronter, participer aux assemblées, et même aux directions. Et même ils soutenaient des généraux contre les autres, comme si ça avait été un parlement. Mais en vérité, quand ils sont arrivés, ils cherchaient à comment remettre l'ordre, et pour le coup, l'ordre à la Rotaillot, quoi. De l'ordre. Et c'est un général, enfin un officier, qui s'appelle James Neves, qui le 25 novembre 1975, alors qu'il a à peine 10% des troupes sur les zones. 10%. 90%, le Copcon et le Rallye sont sous la direction d'Othello de Carvalho. Et le gars arrive avec c'est un facho, et il menace, il dit si vous vous rendez pas, si vous arrêtez pas, si vous rétablissez pas l'ordre, je tire. Et Othello de Carvalho dit bah oui, on se rend, entre collègues militaires, on peut pas se tirer dessus, on se rend. Ça va être le tournant. Il y a un rétablissement de l'ordre dans l'armée, un rétablissement de l'ordre dans les casernes, c'est fini les réunions et tout ça, on remet tous les bidas en rang avec un marcher le pas, etc., etc. Et c'est fini en fait, le MFA survit, il est encore au gouvernement, mais il a perdu l'essentiel du pouvoir parce qu'il a perdu le poids dans l'armée. Et puis les gens sentent qu'il se passe quelque chose, que tout ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de débouché, et il n'y a rien de pire qu'une situation révolutionnaire où vous n'avez pas d'issue, parce que ça décourage. On se dit où est-ce qu'on va ? Et donc, en vérité, après le novembre, décembre, ça va revenir à des généraux de droite, ça va revenir à la préparation d'élections législatives de droite, ils vont parler d'une élection à la présidentielle, parce qu'ils ont prévu dans les constituantes qu'il y aurait un candidat à la présidentielle, comme en France, et tout ça servait à rétablir ce coup-là, un ordre, comme Soares le voulait, et Soares va appuyer dans ce sens-là, et c'est, paradoxalement, le Parti communiste qui va perdre du poids, parce qu'une partie de son influence venait malgré tout, du mouvement qu'il contenait. Et il s'appuyait dessus, il le limitait, il s'en privait d'ailleurs en le limitant, mais en même temps, il a perdu l'autorité qu'il avait dans la fin 1975 et début 1976. Ce qui fait que les tentatives d'avoir des candidats de gauche indépendants et tout ça ont perdu, et quand on va arriver en 76, il va quand même y avoir un vote encore pour une majorité PSPC. Deuxième fois, 1 an d'intervalle. Mais quand on va arriver à l'élection présidentielle, c'est un général, Enes, qui est un des éléments de l'aile droite qui s'était caché derrière Spinola, avec James Neves et tout ça, qui avait fait l'arbitre au sein de l'armée en attendant que ça se passe. Il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de contre-révolution flagrante, ça n'est pas un écrasement des masses, c'est un découragement des masses parce qu'il y a la division et il n'y a pas d'issue programmatique. Il n'y a pas d'issue réelle en termes de pouvoir. Finalement, ils auront les 6000 escudos, mais l'inflation, entre-temps, a renié les choses, et les législatives, la majorité de gauche va exister, ça aidera à faire un gouvernement, mais en vérité, ce gouvernement ne sera plus le gouvernement représentatif des idéaux révolutionnaires qui ont explosé pendant 20 mois. Pendant ce temps-là, comment vivaient les entreprises ? Elles vivaient tant bien que mal. Beaucoup d'entreprises ont été dans des régimes de type autogéré. Les patrons ont été obligés de plier les chines, d'écouter leurs salariés, de faire des concessions. Les petits chefs, tout l'ordre qu'il y avait auparavant, c'est là. Mais les ouvriers et les employés, en même temps, savaient qu'il fallait que ça tourne, que ça marche. Et donc, ils faisaient marcher le pays, de la même façon que les ouvriers agricoles continuer à bosser évidemment dans les champs et s'insurgeait contre les grands propriétaires, demandaient une réforme agraire, et c'est probablement l'exigence de la réforme agraire
combiné avec la montée du nombre de grèves, qui a fait le mouvement le plus important, le point culminant de la révolution est en novembre 75. Quel enseignement peut-on tirer de ce que vous dites aujourd'hui? Pas de division, pas de division, pas de division, union, union. Si dans une circonstance comme ça, alors qu'on a le peuple, comment dirais-je, salariat, toutes les couches de la population mobilisées, en train d'acquérir un niveau de culture, d'envie de transformer la société, de politisation comme ça, les dirigeants doivent se rencontrer et dire on doit impérativement se mettre d'accord. Il y aurait eu un accord Cunial-Soares à un moment donné quelconque de l'année 75, c'était sauvé. Mais il fallait aller plus loin que les programmes ou les pratiques politiques des deux. Parce que je répète bien, hein, la direction du Parti communiste, c'était la révolution par étapes. C'était c'était une révolution bourgeoise après une dictature. Ils pensaient qu'on ne pourrait pas aller plus loin. Y a-t-il encore un Parti communiste aujourd'hui? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il existe d'ailleurs, ils ont eu 3 ou 4 fois, alors là je ne sais plus, depuis les 50 années, ils ont eu 3 ou 4 fois à nouveau la majorité avec le Parti socialiste. Il y a un peu plus de 10 ans, la gauche a regagné une majorité, et ils étaient encore divisés, et le paradoxe, c'est qu'ils se sont mis d'accord en 72 heures. Parce qu'ils avaient 8 députés de plus au Parlement, il y a 10 ans seulement, 8 députés de plus à gauche au Parlement, s'ils ne se mettaient pas d'accord, c'était la droite qui gouvernait. Et sous cette pression-là, ils se sont mis d'accord sur un programme qui a tenu quand même 5 ans. Mais après, ils se sont redivisés, c'est-à-dire, la vérité c'est que sur une question de budget, à un moment donné, le Parti communiste a dit ça ne me convient pas, donc n'a pas voté le budget, ça a provoqué des élections anticipées, et là c'est le Parti communiste qui a reculé. Et le Parti socialiste qui a grossi, et la droite qui a grossi. Et vous avez vu la dernière période, la division restant, la droite a grossi, c'est juste de justesse si le Parti socialiste a pu récupérer des éléments de pouvoir. Mais ça, c'est depuis 50 ans. Le Parti socialiste et le Parti communiste restent les deux principaux partis. Et l'extrême gauche, les 12 ou 14 groupes, il y en a un seul qui a survécu, qui s'appelle le Bloc de gauche, et qui fait un petit pourcentage aux élections, je crois 4, 5, 6, 7%, quelque chose comme ça. Mais il y a 10 ans encore, le Parti socialiste a eu une majorité, mais chaque fois qu'ils se divisent, ils reperdent. Chaque fois. Et le fait de ne pas réussir à faire un programme commun, et de diriger et d'appliquer le programme en commun, aboutit à cet échec. Alors, après, moi, je ne veux pas faire toute l'histoire du Portugal depuis Mário Soares à cette heure. Il a gouverné... Mário Soares a gouverné comme un Mitterrand après. Oui. Hein. Mais alors justement, comme Mitterrand, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, c'est quand même... alors, ils ont fait des modifications constitutionnelles, je vais vite pour ne pas rentrer trop. Mais la Constitution est quand même une constitution une des plus démocratiques en Europe. Il y a une élection, moi je condamne les élections du président au suffrage universel. Je suis contre qu'on vote pour un seul. Mais ils l'ont, mais en même temps, le président ne peut pas dissoudre. Donc ses pouvoirs sont plus limités que c'est le cas pour nous. Ensuite, après, il y a quand même des droits syndicaux, il y a un pluralisme syndical qui s'est imposé. Et il y a une vie démocratique, pas très différente de celle qu'on a en France, quoi. Hein. Il y a une liberté relative de la presse, il y a une possibilité de faire des meetings, d'avoir des élections. C'est plus la dictature Salazar. Personne n'est revenu à ce niveau-là. Il y a eu une tentative d'un petit groupe d'extrême droite dans la dernière période, comme il y en a eu partout en Europe, mais eux ne se revendiquent pas du salazarisme. À la différence de la même extrême droite en Espagne qui se réclame du franquisme. Personne ne se revendique plus du salazarisme. Fatima n'est plus qu'une triste souvenir. Il y a encore, paraît-il, des rassemblements. Le football a plus le même poids. Et le fado a pris des tonalités révolutionnaires, y compris, c'était plus Amadé Rodriguez, mais c'était Césaria Évora. Ce qui était déjà le soulèvement des colonies, même si les mélopées et les chants sont similaires, ils sont beaucoup plus révolutionnaires. Quelle leçon ça peut donner à la gauche française, tout ce que vous nous dites? Alors, union. Forcez-vous, les gars. Forcez-vous. Vous aimez peut-être pas, vous avez peut-être des contentieux, vous n'avez peut-être pas la même histoire. C'était le cas aussi du Parti communiste et du Parti socialiste portugais. Hein. Les blagues dans le Parti communiste portugais, c'était le PS, c'était 40 ans de dictature et 40 années de banquet. Tandis qu'eux, ils militaient, quoi. Bon.
Et ensuite, après, le PS, c'était de dire que le PC était stalinien, quoi. Ce que tu dis, je l'ai entendu, je donnerai 2 témoignages de mon vécu. Même le Parti communiste français, on traitait de social traître Soares, on soutenait Alvaro Cunial. Il y avait tout cela, cette idéologie que j'en étais imprégné. Mais juste 2, en retour en arrière. Moi, j'étais avec mon père plâtrier à Marina Baie des Anges, ces grands immeubles que l'on voit. Et il n'y avait pas assez d'ouvriers. Les patrons sont allés au Portugal chercher des ouvriers. Et là, c'était en 72. Je sortais de l'armée. Là, on a vu la misère. Ils sont venus. Alors, ils avaient des meilleurs salaires qu'au Portugal, mais ils dormaient dans les caves de l'immeuble. Ils n'avaient pas de logement, rien, parce que les conditions, les droits sociaux n'étaient pas appliqués par rapport à cette immigration. Ça, c'est une expérience. En 1974, j'ai des responsabilités politiques. Je suis secrétaire à l'organisation du Parti communiste du département. Et il y avait la MOI. La MOI que j'animais donc la MOI, la jeunesse communiste et les vétérans. Ça faisait partie du rôle, mais on était une organisation très très puissante dans le département. Et là, la MOI, il y avait le groupe portugais, que je participais aux réunions, et j'ai vécu toute cette période de 1974. Donc il y en avait certains, alors c'était des communistes portugais qui avaient adhéré au Parti communiste français, mais c'était structuré en Parti communiste portugais clandestin, puisque c'était interdit. Et donc certains responsables même du parti sont repartis au Portugal parce que c'était apporter la contribution à cette révolution. Mais après, j'ai vu aussi dans les commissions, quand on se réunissait, qu'ils étaient un peu désespérés de savoir l'issue de cette révolution, comment elle passait. Mais il y a eu un autre vécu. Alors, pour les dirigeants portugais, je ne l'ai pas connu, mais pour l'Espagne, je l'ai. Nous, on est un pays frontalier et on a passé clandestinement des dirigeants grecs, portugais, mais ça c'était avant moi, quelques années avant moi, et espagnols. Et on avait une complicité de députés communistes du Belco, de Ventimille jusqu'à Imperia, qui venaient passer, on arrivait à passer. Et on avait un camarade colonel, qui vendait même l'Humanité Dimanche sur la place. Donc lui, il allait chercher, il a passé Santiago Carrillo. Santiago Carrillo était habillé en femme, parce qu'il y avait une recherche internationale sur... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la frontière, il sort sa carte de colonel, y compris les douaniers, tout le monde se met au garde à vous. Et c'est l'anecdote. Et donc, on lui dit, mais cette dame, c'est ma belle-mère, vous voyez qu'elle est fatiguée, vous n'allez pas l'embêter, mon colonel passait. Et moi-même, pour les Espagnols, pas pour les Portugais, parce qu'ils avaient fait la révolution, on recevait ici à Nice, donc ces camarades communistes qui étaient condamnés dans leur pays, pour les Espagnols, et de là, il y avait des camarades qui venaient de Paris, qui les prenaient, et je ne sais pas où ils les amenaient, etc. Donc il y a eu... Et ça s'est passé aussi avec les Grecs, parce que c'était une période où il y avait quand même en Europe des dictatures. Et donc c'était très très intéressant. Et à l'époque, le Parti communiste français était très investi. Je ne parlerai pas par rapport aux Algériens, parce qu'il y avait... l'amicale des Algériens en Europe, avec laquelle on était en très bonne relation, et à un moment donné, il y a une rupture, parce que ce mouvement algérien ne correspondait plus, ils n'étaient pas communistes, mais ne correspondait plus à l'image qu'on se faisait de jouer sur l'Algérie. Ça, c'était dans ma jeunesse, je l'ai adhéré dans le mouvement syndical et au parti politique en 67, donc il y a tout ça. C'était une évolution, mais en plus c'était enthousiasmant parce qu'il y avait quand même des résultats. La dictature grecque est tombée en 74 et Franco est mort en 76. C'est pour vous situer par rapport aux 2 années que je viens de brosser
les auditeurs et spectateurs m'excuseront, j'ai brossé ça très très vite et à grands traits pour rendre les choses accessibles, mais je décris là-dedans chacun des gouvernements provisoires, chacune des batailles, avec des statistiques et des chiffres sur la force du mouvement de grève, la force du mouvement syndical et l'importance des manifestations qui, pendant 18 mois, rythment la période dont je viens de vous parler. Et j'ai le souci de répondre encore à ta question. Les leçons aujourd'hui, d'abord la première, c'est la confiance. Parce que moi, je vois toujours, c'est dû à mon âge aussi, mais les militants qui disent « mais on n'y arrivera pas ». Ben oui, le Portugal y est arrivé après 40 ans de dictature. Et puis moi, c'est mon souvenir, on me disait ça avant mai 68, ça n'existera plus. Ça a existé. Puis après, il y a eu novembre-décembre 95, et puis des mobilisations de masse. Et là, face à Macron, c'est en ça que une situation où à la fois il y a une percée électorale et où en même temps elle n'est pas écoutée, ça crée une situation de tension qui est explosive. Je le dis comme ça. Je ne suis pas. Les explosions révolutionnaires ne se programment jamais. Elles ne se décrètent jamais. Mais il y a une série de facteurs qui, quand ils sont mûrs, arrivent. Là, pour le Portugal, c'était évidemment le régime était miné par la guerre coloniale. Et donc c'est arrivé par l'armée et les conséquences de cette guerre coloniale. Ça a failli se produire aussi à notre façon en France, parce que dans tous les sens, quoi. Mais là, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis d'autre part, le peuple était tellement excédé de ce qu'il subissait depuis des décennies qu'en vérité, il s'est engouffré dans la brèche quand la porte a été ouverte. C'est ça le 25 avril. C'est une chanson de Grandola Villamorena, elle passe à minuit, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, mais dans la journée, elle devient la chanson révolutionnaire. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Étudier le Portugal parce que ça peut nous arriver. Et il se peut qu'on prenne le pouvoir avec une poussée sociale. C'est pas une abstraction. Mais pour ça, après, il faut gouverner ensemble. Est-ce que le fait, 9 millions d'habitants, c'est moins d'habitants que l'Île-de-France? Oui. Est-ce que le fait d'être une petite région, par rapport à la France, même pas de l'Allemagne, c'est la France 68 millions, et les Allemands 80 millions bientôt, et est-ce que ce serait pas plus facile en étant moins nombreux comme au Portugal? Non. Non, je crois pas. Enfin, le Portugal, pour vous donner des comparaisons, c'est 9 millions, c'est le nombre d'habitants au Chili, et c'est le nombre d'habitants à Cuba, etc. Donc, c'est vrai que dans des petites unités, mais au contraire, c'est dans des pays les plus puissants. Enfin, c'est la théorie depuis Marx. C'est dans les pays les plus puissants que les révolutions sont les plus mûres. C'est dans les pays capitalistes les plus développés que le socialisme a plus de chance. Lénine le disait, on ne peut pas construire le socialisme en Russie. C'est un pays trop arriéré. Et ils attendaient sans arrêt que la révolution en Allemagne, en France ou en Angleterre se développe. Et c'était leur idée de base. C'était pas. Ils avaient une certitude qu'on ne pourrait jamais construire le socialisme dans un seul pays. Et plus le pays est grand, plus la force du salariat. Là, je vais revenir sur un sujet par la bande, mais en France, en 1910, il y avait 3 millions de salariés. Au Front populaire de 1936, 7 à 8 millions. C'est-à-dire que le salariat était minoritaire. À peine 30% des actifs. La majorité était paysanne, commerçants, artisans, etc. En 1945, le salariat en France est encore minoritaire. 45% de la population et 55% sont des indépendants au moment où se crée la sécurité sociale. À tel point que les indépendants disent « je ne veux pas de la sécurité sociale parce que le salariat, c'est pas assez fort. Ils ne vont pas nous garantir notre protection sociale. » 1945 en France. Et la majorité arrive au salariat, je dirais, c'est 68, 81, 82, 83. D'ailleurs, pour ne pas le citer, François Mitterrand a une phrase, je cite rarement François Mitterrand, mais il y a une phrase à cette époque qui dit « c'est la majorité sociologique qui m'a élu ». Il va se faire engueuler pour avoir dit ça. Parce qu'en gros, c'est l'explication, c'est un vote de classe, en gros. Et ben oui, c'était un vote de classe. Parce que le salariat commençait à être plus de 50% largement de la population. Et on peut dire que l'apogée du salariat, et dans les années 90, il atteint 93% des actifs.
93. Ils vont entreprendre toutes les réformes contre le Code du travail depuis 20 ans. C'est pour faire reculer le salariat et faire remonter, si je peux me permettre, les indépendants. C'est-à-dire les auto-entrepreneurs, les mama. Et sous Macron, on peut dire, on verra quand ça sera fini, hein, mais il a dû faire reculer le salariat. On doit être autour de 88-89% des actifs aujourd'hui, et non plus 93%. Parce qu'il y a 2 400 000 auto-entrepreneurs bidons, parce qu'il a fait remonter des gens qui sont désinsérés, intérêts, et qui ne dépendent plus d'un salaire. Donc c'est ça le problème. Mais je dis ça parce qu'en France, c'est plus facile aujourd'hui de prendre le pouvoir avec 90% des actifs qui sont salariés qu'en 36, ou qu'en 45, ou qu'en 81. Nous sommes plus forts, notre classe est plus forte aujourd'hui qu'hier. Tous les jours, ils font des articles pas dans l'Humanité, au contraire à l'Humanité, dans le Figaro ou autre chose, qui dit il n'y a plus de salariat. Mais c'est pas vrai, le salariat n'a jamais été aussi fort. Et j'allais dire, du cheminot au métallo, de l'infirmière à la caissière, du mécanicien à l'informaticien, du français à l'immigré, tous dépendent d'un bulletin de paye, avec des droits qu'ils ont acquis, dans lesquels il y a une immensité de droits. Parce que ces droits, c'était les institutions représentatives du personnel. C'est la sécurité sociale, c'est la durée du travail, c'est le code du travail, c'est les conventions collectives, c'est la médecine du travail, c'est les prud'hommes, c'est l'inspection du travail. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de droits qui a été acquis par le salarié, c'est à ça qu'ils s'attaquent tous les jours maintenant, depuis Macron, et avant Macron d'ailleurs, parce que celui qui a mis le coup le plus dur au code du travail, c'est Hollande. Moi, me suis bagarré contre lui, parce que, vous savez, en France, le Code du travail, il est né après la catastrophe de Courrières, en 1906. Il y a 1099 morts, et il n'y a pas de ministère du Travail à l'époque. Clémenceau crée le ministère du Travail suite à la catastrophe de Courrières. Parce que les patrons ne veulent pas aller chercher les gens dans les mines pour voir s'il y a des survivants. Et il y a 14 survivants, le coup de poussière a lieu le 15 mars, 14 survivants qui sortent le 30 et 31 mars des mines par leurs propres moyens. Ça secoue le pays entier. Ça va déclencher une grève de mineurs. Et Clémenceau dit on crée un ministère du Travail, puis un Code du Travail. Le Code du Travail va mettre 4 ans à être rédigé, il sort seulement en décembre 1910, mais l'idée de départ après Courrières, c'est de dire on va adapter les entreprises aux besoins des salariés. Idée qui va travailler pendant un siècle, en même temps que le salariat se développe. Et Hollande arrive, et en septembre 2015, il dit on va adapter les salariés aux entreprises. C'est une contre-révolution totale. C'est, comme on dit, quand on fait savant, c'est une coupure épistémologique. Je dis ça pour raconter la force du salariat en France. Mais au Portugal, le salariat était beaucoup plus petit, la paysannerie était beaucoup plus forte, mais il y avait une jeunesse qui était forcément politisée à cause de l'affaire des colonies et de l'armée et de la guerre, et puis la situation internationale du petit pays, qui était quand même des liens anciens avec le Brésil, hein, mais aussi avec Timor, avec le Mozambique, avec le Cap-Vert, et donc il y avait une politisation, et d'un certain point de vue, l'explosion est venue du salariat, des employés, des ouvriers, et de toute la population laborieuse, on pourrait dire. Alors le salariat était plus faible au Portugal qu'il ne l'est aujourd'hui en France. Donc en France, à mon avis, nous avons plus de chances de faire ce ce qui s'est fait au Portugal. Mais la condition, c'est l'union des partis de la gauche qui incarnent, représentent, et les associations et les syndicats qui incarnent ou représentent le salariat. On n'a pas besoin en France de faire une alliance, on l'a vu avec le nouveau Front populaire, avec un parti bourgeois de droite comme les libéraux, comme les radicaux en 1936. On a des partis qui émanent de l'histoire du salariat, ils ont tous leurs défauts, leurs avantages, etc. Bon, il y a un pluralisme dedans, mais il faut qu'ils soient unis. S'ils ne sont pas unis, aujourd'hui nous sommes en sursaut. C'est trop tard. Non, mais on est aussi en sursis. Hein, c'est-à-dire qu'en vérité, on est menacé. Et on a un puissant salariat, on pourrait gagner si on a l'union. C'est la principale leçon. J'ai écrit ce bouquin-là, et je dois faire des dizaines de réunions pour rappeler la révolution portugaise. J'ai écrit ce bouquin-là pour dire ça. Alors, moi, je dirais, je reprendrai ce que tu as écrit en conclusion. C'est toi qui le dis, c'est une révolution qui, en tout point actuel, est riche d'enseignements pour qui vit et milite dans la France d'aujourd'hui. On a beau dire que l'expérience est la chose qui se partage le moins,
la jeunesse gagnera des années de savoir et de lucidité en étudiant ce que tu proposes, ce qui s'est passé dans les années de 74-76, dans les entreprises, dans les champs, dans les villes. Et je crois que c'est la conclusion de tirer ces enseignements. Et tu dis un extrait, on y trouve de façon surprenante tous les ingrédients des luttes sociales utiles pour aujourd'hui. C'est ce que tu viens de dire maintenant. Et je crois que c'est une bonne conclusion. Gérard, je te remercie. Les Amis de la Liberté souhaiteront de te faire revenir, puisque j'ai vu que tu avais fait une conférence sur la sécurité sociale, pourquoi pas. On verra un peu comment je veux dire, le programme des Amis de la Liberté, qui aujourd'hui est surprenant. Pendant des années, on a cherché les conférenciers, et aujourd'hui, c'est des conférenciers qui nous demandent de participer avec des thèmes de toutes sortes sur l'art, la géopolitique, la philosophie, je veux dire, ce rôle qu'on a, nous les Amis de la Liberté, de l'éducation culturelle populaire que notre pays a bien besoin, et surtout notre jeunesse. Je vous en félicite et vous remercie de votre invitation.